tous. Bonjour Dr Claude Grange. Nous sommes très heureux d'ouvrir ce deuxième Café Palia, café digital qui s'inscrit dans la série des 10 cafés digitaux que nous avons lancés le 12 octobre dernier, avec un premier café qui portait sur le thème « Soins palliatifs, de quoi parle-t-on ?» Et aujourd'hui, Claude, nous allons aborder les lois. Que dit la loi sur la fin de vie? C'est un vaste sujet et je vous propose qu'on prenne donc une petite demi-heure pour en parler. Bonjour Marianne. Dans ce deuxième Café Palia, donc on va aborder les lois. Quelles lois? Que disent les lois? Les connaissez-vous, ces lois? Alors, il y a la loi du 9 juin 1999, il y a la loi du 432, dit loi Kouchner, il y a la loi du 22 avril 2005, dit Leonetti, et il y a la dernière loi du 2 février 2016. Et ensuite, on parlera un petit peu de la proposition de cette nouvelle loi annoncée pour 2024. Notre grand témoin sera Nadine Escanilla, directrice juridique France, qui aura carte blanche pour préciser certains points à la fin de cet entretien. Je crois que vous avez des questions à poser, Marianne. Tout à fait, Claude. Et on va commencer par une première question tout à fait simple, qui est que pourquoi il est important de connaître la loi sur la fin de vie quand on travaille notamment dans le secteur de la santé et de l'accompagnement de la personne. Eh bien, parce qu'on est dans un état de droit. Il y a des lois sur les droits des personnes en fin de vie. Et comme ce sont maintenant de plus en plus les soignants qui s'occupent des personnes en fin de vie, ça me paraît une évidence que ces soignants, ces médecins, doivent connaître la loi, d'une part pour connaître les droits des patients, et puis pour rester dans ce qui est légal de faire. Oui, alors c'est pas simple parce que le dispositif juridique est assez complexe, on va dire, et riche. La première loi sur les soins palliatifs date, sauf erreur, de 1999, c'est relativement récent d'ailleurs. Et j'aurais voulu, Claude, que vous nous expliquiez, que vous nous rappeliez dans quel contexte cette loi de 1999 a été votée et qu'est-ce qu'elle a instauré finalement. Alors, c'est l'affaire Christine Malèvre. Donc, c'est une histoire que je connais bien puisque c'est une infirmière qui travaillait dans le service neuropneumo de l'hôpital de Mantes, qui n'était pas très loin de mon unité de soins palliatifs à Oudan. Et c'était dans les années 97-98 où cette infirmière donc, aurait au moins euthanasié 6 personnes, dont 2 ne relevaient pas de soins palliatifs, en injectant a priori du potassium en IV. Donc elle a été condamnée à 10 ans de prison, puis 12 ans en appel. Et donc le procureur disait, pour que les malades ne tremblent pas de voir l'infirmière arriver avec un plateau hérissé de seringues. Donc elle a écrit mes aveux, où elle racontait qu'en effet elle avait fait des choses. Elle sera libérée au bout de 4 ans. Et alors, j'ai, à la suite de cette affaire, donc été sollicité par le directeur de l'hôpital de Mantes et le président de la CME pour animer les formations avec les équipes soignantes de Mantes. Et notamment, dans la première formation, j'ai eu les soignants, la cadre de santé, le chef de service qui travaillait avec Christine Malèvre. Et donc, ils m'ont dit que pour les infirmières, quand ils voyaient que de plus en plus, elle disait, mais t'as pas de chance, c'est toujours avec toi que ma pauvre. Et donc en effet, puisque c'était elle, mais d'aller jusqu'à suspecter une de leurs collègues qu'elle était à l'origine de ça, ça a été un peu compliqué. Et puis quand il y a eu des preuves, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait une diminution des ampoules de potassium, eh bien, elles se sont senties trahies. Et ce qu'elle me racontait aussi après, c'est que quand il y a des familles qui revenaient après cette affaire-là avec leur grand-père ou avec un membre de leur famille, bah, il y avait un petit peu une inquiétude en disant « mais attendez, moi je l'aime bien mon grand-père ou ma grand-mère ». Parce que, histoire de dire que vous n'allez pas non plus, c'est pas parce qu'elle est âgée. Et donc il y avait une certaine crainte.
Et c'est dans ce contexte que cette loi est arrivée. Alors, que dit la loi de 99 ? Eh bien, c'est l'article 1er de la loi du 9 juin 99 qui dit « Toute personne majeure, toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. » Ensuite, elle pose le cadre de la procédure collégiale et de la décision médicale. Elle définit les soins palliatifs comme des soins actifs et continus pratiqués par une équipe pluridisciplinaire ainsi que leur lieu de pratique en institution ou au domicile et précise leur objectif, soulager la douleur, mais pas que, apaiser aussi la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. Elle précise également l'intervention des bénévoles d'accompagnement et elle crée le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour tout salarié devenu congé de solidarité familiale. Voilà les points de la loi 99. Merci Claude. Donc cette loi est fondatrice des soins palliatifs en France et ça veut dire quoi finalement quand on travaille en EHPAD ou en clinique, ce droit de toute personne malade dont l'état le requiert d'avoir accès à des soins palliatifs et à un accompagnement? Eh bien, c'est déjà la démarche palliative, parce que les soins palliatifs, ça ne se fait pas que dans une unité de soins palliatifs. Il y a une hiérarchisation de la prise en charge. Et dans les EHPAD, il peut y avoir une démarche palliative qui passe par, de mettre le résident au centre de toutes les décisions du projet de soins. Et puis, la priorité numéro 1, c'est ne pas souffrir, de tout faire pour soulager la douleur physique, mais on a dit pas que, l'angoisse, la peur de mourir, de ne faire des choses qui ont du sens que pour la malade, pour le résident en EHPAD. Donc, accompagner aussi les proches, et que les personnes ne restent pas seules. Alors d'ailleurs, vous avez mentionné les bénévoles. On a peu de bénévoles dans certains établissements, mais c'est important de savoir que la loi prévoit cette intervention des bénévoles. Oui, pour pas que les fins de vie ne soient prises en charge que par des blouses blanches, et que c'est me paraît utile que la société civile soit présente dans ces moments-là. Alors, deuxième grande loi, docteur Grange, la loi qui a fait évoluer le cadre législatif de la fin de vie du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Elle a créé deux notions essentielles, je crois. Oui. Alors, la première loi, ça consacre le droit du patient de prendre des décisions concernant sa santé et l'obligation des soignants de créer toutes les conditions pour éclairer ces décisions. Donc, c'est le droit essentiellement à l'information, au consentement du patient qui ouvre aussi le droit au refus de traitement. Le résident, le malade, a le droit de refuser un traitement. Et puis aussi, le deuxième droit, c'est la personne de confiance qu'on abordera lors du prochain Café Pallia, le 14 décembre. Mais cette personne de confiance, elle peut accompagner le patient lors d'une consultation. Et cette personne de confiance fera valoir les souhaits du patient quand le résident ou le patient ne sera plus apte à le faire. D'accord. Alors la loi suivante, c'est la grande loi, la loi dite Leonetti. Elle est également sortie, cette loi, après, à l'occasion, on va dire, d'une affaire, l'affaire Vincent Imbert, qui a eu lieu quelques temps avant. Donc, loi de 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. Que s'est-il passé à l'époque, Claude, et qu'a apporté cette loi en termes de nouveautés? Alors, en effet, c'est l'affaire Vincent Imbert, ce jeune pompier de 21 ans. Suite à un grave accident de la route, survenu en 2000, avait ému la France entière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, il était tétraplégique, aveugle et muet. Il ne pouvait communiquer qu'avec son pouce. Mais il avait encore toutes ses facultés intellectuelles. Et il avait écrit au président de la République, c'était à l'époque donc Jacques Chirac, Monsieur le Président de la République, vous avez le droit de grâce, je vous demande le droit de mourir. Il ne supportait plus cette vie sans aucun espoir d'amélioration. Ce droit ne lui a pas été accordé face à l'impasse juridique. Depuis son lit d'hôpital, on a recueilli ses propos dans un livre dont le titre est « Je vous demande le droit de mourir ».
dans lequel il prévenait que lui et sa mère étaient prêts à passer à l'acte, terminant par ces mots « Ne la jugez pas, ce qu'elle aura fait pour moi est certainement la plus belle preuve d'amour au monde ». Le 24 septembre 2003, la mère du jeune homme, Marie Imbert, provoque le décès de son fils avec l'aide d'un médecin. L'affaire se conclut par un non-lieu en février 2006. Et le 13 avril 2005, les sénateurs adoptaient la proposition de loi sur la fin de vie, défendue par Jean Leonetti. Elle instaurait un droit au laisser-mourir, et selon la formule consacrée donc, de Jean Leonetti, qui aime à dire de résumer cette loi, laisser mourir oui, faire mourir non. Et pour l'anecdote, il faut savoir que cette loi a été votée à l'unanimité dans les deux chambres, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Eh bien, pour un sujet aussi sensible que ça, que cette loi soit votée à l'unanimité des deux lois, ça veut dire qu'elle avait été bien préparée. Parce que si, lors d'un déjeuner familial, Marianne, la conversation tombe un petit peu, lancez le débat sur l'euthanasie et vous verrez que ça peut être chaud. Hein. Il y a les pour, il y a les contre, mais voilà. Et donc, elle a été bien préparée. Et là, il y a 4 points essentiels pour cette loi Leonetti 2005. 1. L'interdiction de l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelle plus généralement l'acharnement thérapeutique. 2. La décision médicale des limitations ou d'arrêt des traitements, ce qu'on appelle les LATA. 3. La possibilité de soulager la douleur, même au risque d'abréger la vie du patient, c'est ce qu'on appelle le double effet. 4. La possibilité pour toute personne majeure de rédiger ces directives anticipées qui s'appliquent à titre consultatif à cette époque-là, dans le cas où la personne serait hors d'état d'exprimer sa volonté, et ça conforte aussi la personne de confiance, mais on abordera ces sujets-là lors du prochain Café Palia. Alors, je rebondis sur ces 4 points, sur le premier point notamment, peut-être le plus important hein, finalement, l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Pour vous demander, docteur, si cette interdiction, elle vaut notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, ou cliniques, ou HAD. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est opposable, notamment Mais bien sûr, et on sait très bien que dans nos EHPAD, quelquefois, à la demande des familles, il y a peut-être la volonté de continuer encore des traitements qui sont inutiles et délétères, croyant bien faire, de continuer des perfusions, de continuer des alimentations par des gastrostomies d'alimentation qui quelquefois n'ont aucun sens parce qu'on est dans la situation d'une personne qui est en fin de vie. Et là, on n'a pas vocation à faire survivre indéfiniment des personnes et on peut arrêter tout à fait ces traitements parce que la nutrition artificielle comme l'hydratation artificielle, on en parlera plus tard, est un traitement. Et donc, il y a effectivement dans des EHPAD ces obstinations déraisonnables à vouloir continuer à faire. Très important. Concernant les directives anticipées, on verra que c'est vraiment aussi un sujet au centre des préoccupations des soignants et des managers d'établissements sanitaires et médico-sociaux, puisque c'est en anticipant les situations par ces directives anticipées qu'on peut éviter cette obstination déraisonnable éventuellement, mais on en parle, comme vous dites, au prochain Café Palia. Très bien. Alors, 11 ans après, la loi Leonetti a connu une nouvelle jeunesse, si je puis dire, puisqu'elle a été renouvelée lors de l'instauration de la loi Claes-Leonetti en 2016. Et c'était une nouvelle affaire, encore une affaire de Vincent, l'affaire Vincent Lambert cette fois-ci, qui va en être à l'origine de cette loi de 2016 pour créer de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Donc, j'en conclus que le dispositif législatif n'était pas suffisant. Sans doute, et vous avez raison, c'est encore une nouvelle affaire qui a fait que les législateurs se sont penchés sur une nouvelle loi. Et c'est l'affaire, en effet, Vincent Lambert qui a défrayé la chronique en 2014-2015. Donc, il s'agissait d'un infirmier, là, âgé de 37 ans, tétraplégique, en état de conscience minimale, suite à un accident de la voie publique survenu en 2008. Sans évolution positive,
après des séjours en service spécialisé. Il avait été hospitalisé à Berck et au centre de recherche des comas à Liège. Il était maintenu en vie artificiellement par une nutrition et hydratation médicalement assistée. Et donc, pour respecter le souhait des parents qui souhaitaient absolument maintenir cette nutrition artificielle, sans doute pour des convictions religieuses. Alors que son épouse et un neveu, eh bien, ils souhaitaient qu'on arrête cette nutrition qui n'avait aucun sens, ce d'autant que Vincent Lambert avait pu dire à son épouse parce qu'il y avait un de ses amis qui avait eu la même situation, et il avait dit à sa femme, moi s'il m'arrive ça, jamais, je ne veux pas être maintenu. Et voilà, donc le problème c'est qu'à chaque fois qu'on voulait arrêter cette nutrition artificielle, donc les parents déposaient un référé qui suspendait l'arrêt, parce qu'il y a eu un Conseil d'État 2014, il y a eu la Cour européenne des droits de l'homme en juin 2015 qui statue que l'arrêt des traitements de suppléance de maintien en vie est compatible avec le droit. Il décédera le 11 juillet 2019, après avoir arrêté cette nutrition et hydratation médicalement assistée, considérée comme un traitement. Et donc, elle a été arrêtée parce qu'elle était jugée disproportionnée. Donc, et cette affaire a conduit à la modification de la loi donc, du 2 février 2016. Mais cette loi a donné lieu à des affrontements où là, ça n'a pas été comme en 2005. Et il n'y a pas eu de consensus, quoi. Il y en a qui pensaient qu'on avait été trop loin en faisant la sédation profonde continue jusqu'au décès, dont on va parler juste un petit peu, en disant que c'était une euthanasie déguisée. Et il y en a d'autres aussi qui disaient on n'avait pas été assez loin dans la légalisation notamment de l'euthanasie. Et donc cette loi a contenté personne. À la grande Alors qu'est-ce qu'elle disait cette loi? Alors cette loi, elle disait donc 2 points essentiels. Les directives anticipées n'ont plus de limite de durée et de validité. Elles deviennent maintenant opposables. À quoi ça sert de faire des directives anticipées si, in fine, le médecin peut en faire ce qu'il veut? Donc ça a quand même pas mal changé. Et aussi le droit à la sédation profonde continue jusqu'au décès, dont on parlait, dans des circonstances bien particulières. Soit un patient est atteint d'une affection grave, incurable, et lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, et qu'il présente des souffrances réfractaires à tout traitement. Et le deuxième cas, c'est lors de décision d'arrêter un traitement qui engage le pronostic vital à court terme et serait susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Une personne, par exemple, qui est dépendante d'une ventilation assistée, des respirateurs, on ne va pas arrêter le respirateur, et donc là, il faut faire une sédation avant d'arrêter le respirateur. Voilà les 2 points essentiels de la loi Claes-Leonetti. Alors, j'ai envie de vous poser la même question que tout à l'heure. Finalement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de possibilités dans les EHPAD, la sédation profonde? Autrement dit, est-ce qu'on peut pratiquer une sédation profonde sur un résident qui est hébergé en EHPAD? Alors, la loi ne l'empêche pas, mais il est sûr que pour faire ça, je pense que ce serait tout à fait judicieux d'appeler une HAD qui pourrait aider une EHPAD à mettre en place cette sédation profonde continue jusqu'au décès. D'accord. Alors, on va terminer finalement en se disant que depuis 2016, il existe en France donc tout un édifice législatif très complet en matière de fin de vie. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de regarder toutes ces lois. Mais la loi, finalement, est-ce qu'elle est bien connue de tous, docteur, aujourd'hui? Est-ce qu'elle est bien appliquée? Eh bien, vous avez raison, Marianne. Les lois sur les droits des personnes en fin de vie sont peu connues et donc peu ou mal appliquées. D'ailleurs, c'est ce qu'a constaté en mars 2023 le rapport de la Convention citoyenne, comme celui de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui constate que l'accès aux soins palliatifs demeure insatisfaisant. Les directives anticipées de la personne de confiance ont une portée limitée dans les faits, et la sédation profonde continue jusqu'au décès est en réalité très peu utilisée.
Et c'est peut-être cette faible application qui a motivé, en partie, ce projet de loi dont j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots. Il nous reste quelques minutes. Pourquoi ce projet? Qu'est-ce qu'il va entraîner comme possible évolution, Dr Grange? Alors, il est difficile de répondre à votre première question, Marie-Anne, car pour l'instant, il n'y a aucune annonce, alors qu'elle était prévue pour fin septembre. Vous savez que donc Madame Firmin-Lebaudot, qui était à l'avant-première de Vivant le 3 octobre, n'en a pas dit grand-chose, puisque le projet de loi, il est sur le bureau du président, mais que ça tarde un petit peu à venir. Mais nous ne pouvons faire que des hypothèses, à savoir que ça serait plutôt une assistance au suicide, soit par la prise orale d'une solution létale, soit en déclenchant une perfusion létale pour les personnes majeures capables de discernement, dans le cadre de maladies incurables avec pronostic vital engagé à moyen terme, avec procédure pluriprofessionnelle de délibération et de décision médicale. Il y aurait peut-être une possibilité d'exception d'euthanasie, car la France a horreur de l'inégalité pour ceux qui seraient dans l'incapacité physique de faire le geste. Mais à savoir si ça se fera dans des établissements de santé ou dans des lieux dédiés, on ne sait pas. Par contre, il y aura une clause de conscience, sûrement. Et pour la deuxième question, sur ce que cela va entraîner, eh bien, à coup sûr, un grand chambardement, car si le cadre légal est modifié, il n'y aura pas de consensus dans nos équipes. On ne trouvera pas d'accord entre ceux qui pensent que donner la mort ne peut être considéré comme un soin et ceux qui pensent que ce serait l'ultime soin. Comment va-t-on continuer à vivre et soigner ensemble dans cette hétérogénéité? C'est une vaste question. Cela reste une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Le professeur Donatien Mallet dit qu'il faudra construire un compromis d'éthique en mettant en œuvre une compétence clinique pour entendre la personne qui souhaite mourir avec des réponses adaptées, en assumant soit le désaccord, rupture de relation avec la personne demandeuse, soit la transgression de l'interdit de l'homicide. Mais toujours en écoutant et en essayant de comprendre la demande et pouvoir dire combien cette demande nous met à mal et nous déstabilise dans une relation horizontale plutôt que verticale. Madame Firmin-Lebaudot nous a promis un modèle français, nous verrons bien. Alors nous verrons bien, docteur, on va s'arrêter là. Merci déjà pour ce début d'information sur ce projet de loi. Et je donc cède ma place à Nadine. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour à tous et merci à la Fondation Clariane pour cette invitation qui me permet de passer ces quelques minutes à vos côtés pour ce deuxième Café Pallia. Alors, j'exerce au sein de la Société Clariane France en tant que directrice juridique et j'évolue dans le domaine de la santé depuis un peu plus de 20 ans, donc raison aussi pour laquelle je suis particulièrement attentive aux débats qui sont actuellement en cours sur l'évolution de la réglementation en matière de fin de vie. Alors, effectivement, vous l'avez très longuement rappelé, la France prévoit aujourd'hui le droit à une fin de vie digne et reconnaît un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Pour autant, la société semble être en attente forte d'une évolution de ce point de vue-là. Et depuis 2017, l'Assemblée nationale et le Sénat ont vu se succéder pas moins de 6 propositions de loi concernant cette thématique. Alors, plus précisément, s'agissant de l'avant-projet, en tout cas de ce qui est en train de se nouer au sein de l'État français, la proposition de loi a été remise à Monsieur le Président de la République. Elle serait présentée vraisemblablement au Conseil des ministres début décembre pour une arrivée au Parlement au cours du premier trimestre 2024. Alors, ce projet de loi, en tout cas de ce que l'on en sait, comporte les 3 volets que vous avez précédemment évoqués. Et effectivement, tout l'enjeu des discussions actuellement en cours vont porter sur l'amélioration des droits des patients en matière de fin de vie, en conciliant les droits individuels des patients à une fin de vie digne face aux impératifs éthiques et médicaux. Alors, de ce que nous savons de cet avant-projet, effectivement, je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué à l'instant, s'agissant de la clause de conscience. C'est la faculté reconnue aux professionnels de santé de refuser de pratiquer un acte médical
ou en tout cas de participer à sa réalisation, alors même que cet acte médical est légal. Alors cette clause de conscience, elle n'est pas toute récente, puisqu'elle a été reconnue pour la première fois par la loi Veil, qui en matière d'interruption volontaire de grossesse, puis codifiée au sein du Code de la santé publique, lequel a permis de clarifier les situations dans lesquelles elle pouvait être exercée. Elle est également prévue, la clause de conscience dite générale, au sein du Code de déontologie de la profession des médecins. Mais pour autant, on peut imaginer, au regard des débats qui se jouent aujourd'hui, de la complexité de ce sujet et aussi de l'inquiétude des professionnels, que cette clause de conscience aurait toute légitimité à être précisée, en tout cas, dans la loi qui est en train d'être préparée. Alors effectivement, ça serait intéressant de pouvoir, à ce qu'elle soit prévue. Pourquoi ? De manière à concilier la liberté effectivement de conscience des professionnels, tout en préservant le droit des patients à l'accès aux soins. Si toutefois, en tout cas le législateur entend préciser cette clause de conscience, il faudrait évidemment qu'elle prévoie un régime juridique applicable. Et quand on parle de régime juridique, on parle de bénéficiaires, mais également de modalités de mise en œuvre. Alors s'agissant des bénéficiaires, quels seraient-ils ? Est-ce qu'on parlerait des professionnels qui accomplissent effectivement l'acte pour accompagner la fin de vie, ou est-ce que ce seraient ceux qui y contribuent ? Est-ce que parmi les bénéficiaires de cette clause de conscience, on pourrait imaginer prévoir des établissements de santé, et si oui, dans quelles conditions ? Et puis, s'agissant de la mise en œuvre d'une telle clause, elle s'attache là plus particulièrement aux patients et au droit à l'information, c'est-à-dire au droit du patient de pouvoir être informé du refus du professionnel de santé, et puis dans cette hypothèse, le droit de bénéficier d'une orientation vers un autre professionnel en capacité d'être à l'écoute sur sa demande. En tout cas, tout cela est une vision très prospective, mais c'est ce qu'on peut aussi lire dans beaucoup de doctrines sur le sujet. Et il nous restera de toute façon à attendre la lecture du projet de loi pour savoir d'une part si cette disposition sera ou non prévue et si oui, en quels termes. Si vous me permettez encore une petite minute, simplement pour saluer l'initiative de la Fondation Clariane s'agissant de ces cafés digitaux sur une thématique extrêmement importante. Et puis, à travers votre intervention, docteur, c'est la mise en lumière de tous les professionnels qui œuvrent au quotidien pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes en fin de vie. Évidemment, je pense aux patients, mais je pense aussi à tous les proches. Et je tenais à saluer tous les professionnels de santé et saluer chacun et chacune et leur dire ô combien leur écoute, leur attention, leur réconfort sont déterminants dans ces moments aussi méconnus que douloureux. Voilà. Merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à nos cafés Palia. Et donc, je rappelle le prochain café Palia du 14 décembre. Et donc là, vous pourrez nous poser des questions. Et donc, le grand témoin sera le docteur Priscilla Clos-Fébès, qui sera là pour conclure ce troisième café Palia sur les directives anticipées et la personne de confiance. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.